Bonjour à tous. Merci donc aux organisateurs de m'avoir invité et pour présenter ce travail. Je crois que c'est important de dire qu'effectivement, le point de vue qui est maintenant abordé est un peu différent parce que moi, je suis un utilisateur du calcul. J'essaye de m'adapter au mieux aux ressources qu'on me propose. J'essaye d'optimiser au mieux les outils numériques que nous développons, mais mes motivations restent d'abord et principalement de nature scientifique, au sens, bien évidemment, tout ce dont nous avons parlé concerne la science, mais au sens d'une problématique physique particulière. En ce qui me concerne, il s'agit donc de cosmologie. Le travail que je vais présenter a été réalisé pour une part, a constitué une part du travail de thèse de mon étudiant Vincent Reverdy, qui est actuellement postdoc donc à l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign. Et l'intitulé de mon exposé est donc « Exploration ». J'insiste sur ce thème parce que je ne crois pas être à la hauteur de l'expertise des exposés des personnes qui ont parlé dans les deux exposés précédents. Exploration de techniques numériques novatrices en cosmologie avec un aspect applicatif que j'expliciterai qui concerne la propagation de rayons lumineux dans le champ de matière cosmologique. Le plan de mon exposé est le suivant. Donc, d'abord, je resituerai justement, pour bien montrer ce point de vue assez différent, le contexte scientifique dans lequel ces explorations et ces développements ont pu être faits. Ce contexte concerne la structuration de l'univers et la nature de l'énergie noire. Et nous verrons à partir d'une expérience de simulation qui a nécessité une utilisation de ressources numériques très très importantes et qui a permis d'aboutir par les premières simulations de structuration de tout l'univers, de l'univers dans tout le volume de l'univers observable et du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Les leçons qu'on a tirées de cette expérience scientifique et numérique qui ont semblé nous indiquer qu'on était peut-être aux limites des techniques d'optimisation et donc de repenser un petit peu ces architectures, ces applications numériques, un peu comme ça a été indiqué dans l'exposé précédent, et de voir si de nouvelles techniques numériques novatrices ne pourraient pas être intéressantes, et par exemple de s'intéresser donc à la métaprogrammation et à développement de, non pas de DSL, mais de DSL intégré, donc Embedded Domain Specific Language, en aboutissant sur un exemple, une application particulière qui est un code de ray tracing avec quelques résultats et des conclusions d'ordre général pour initier éventuellement un débat. Donc le contexte scientifique, on sait depuis Albert Einstein qu'avec la relativité générale, on a un cadre théorique premier en tout cas, même si maintenant on essaye de travailler au-delà, dans lequel l'univers est un objet physique comme les autres. Cependant, depuis que ce cadre a été établi, la nature de l'univers a beaucoup évolué. On sait qu'il est en expansion, mais on sait surtout, depuis la fin du XXe siècle, qu'il est en expansion accélérée. Et quelle est l'origine de cette accélération ? C'est fort probablement ce qui est, de façon au moins phénoménologique, dû à une énergie noire, c'est-à-dire un fluide de pression négative. Mais déterminer la nature de cette énergie noire, qui constituerait l'essentiel du contenu énergétique de l'univers, est une des questions centrales de la cosmologie et qui serait donc responsable de cette accélération cosmique. Évidemment, la problématique de l'énergie noire est très compliquée. Pour la simplifier au maximum, on peut dire qu'il y a deux interprétations possibles. Soit une interprétation qui interroge notre compréhension de l'infiniment petit, donc une composante énergétique supplémentaire exotique qui interroge notre compréhension de l'infiniment petit, et c'est dans sa nature quantique qu'on y verrait le fait qu'elle puisse accélérer toute la dynamique de l'univers. Soit au contraire dans une interrogation de notre compréhension des lois de l'infiniment grand, c'est-à-dire de dépasser les lois de la relativité générale. Justement, donc pour calculer et pour comprendre cette nature, nous sommes posé la question d'essayer de voir s'il était possible de calculer une empreinte de cette énergie noire sur la structuration de l'univers, c'est-à-dire le processus qui fait que nous passons d'un univers très lointain où la matière est répartie de façon tout à fait homogène à un univers aujourd'hui qui est fortement structuré avec des étoiles, des galaxies et toute une hiérarchie de structures. Et donc la question est, peut-on extraire une signature spécifique de cette composante mystérieuse sur la structuration de l'univers? Et pour cela, il nous faut donc suivre l'effondrement gravitationnel de toute la matière
tout au long de l'histoire de l'univers et sur le plus grand volume possible, puisque l'énergie noire imprime son action sur des larges volumes de l'univers. C'est l'objet du projet Dark Energy Universe Simulation, dont le cœur central est un solveur dynamique qui consiste donc à suivre cette matière qui s'effondre durant toute l'histoire de l'univers, c'est-à-dire en fait à résoudre le problème de l'instabilité gravitationnelle d'un fluide non collisionnel dans un univers en expansion. Loi physique qui est régie par les équations de Vlasov-Poisson à partir de fluctuations primordiales qui résultent de notre connaissance de la physique de l'univers très primordiale. Par différentes approximations, on en arrive en fait à suivre un ensemble de particules dans plus grand nombre qui vont définir la résolution en masse de notre simulation. On peut envisager que ces particules sont comme des macro-particules de matière dans l'univers et qui évoluent sur une grille qui pave tout le volume de l'univers et dans lequel est défini tous les champs de densité, de potentiel gravitationnel et toute la physique que l'on décide d'inclure dans notre modélisation. Donc deux éléments pour obtenir le maximum de résolution, c'est le maximum de particules et concernant la résolution spatiale, le maximum d'une grille de plus en plus fine. Pour affiner justement cette description, nous avons procédé comme ceci, en utilisant des techniques de grille adaptative qui viennent se raffiner là où la matière s'effondre. Elle s'est illustrée, je ne sais pas si on a un petit truc là. Non, c'est pas grave, on le voit, c'est illustré ici par le fait que la grille s'est raffinée là où la matière s'était effondrée pour former une concentration qu'on appelle un halo dans lequel vont se former les galaxies et les amas de galaxies. Alors tant que le nombre de particules et le nombre de points de calcul, donc de cellules, n'est pas gigantesque, la principale difficulté pour réaliser une simulation numérique est effectivement la résolution de ce système Vlasov-Poisson à travers le suivi de ces trajectoires dans des champs fortement inhomogènes et qui évoluent au cours du temps. Cependant, dès qu'on est au-delà, voilà, mais au-delà, quand ce nombre devient particulièrement grand et ce nombre de cellules devient particulièrement grand, évidemment, situation que nous avons rencontrée quand nous avons tenté de réaliser la simulation de tout le volume de l'univers observable, les aspects périphériques comme évidemment donc le CPU, la gestion de la mémoire, les communications, la gestion de volumes massifs de données devient tout aussi important. Une première leçon qu'on a pu tirer, c'est qu'on ne pouvait plus se contenter de gérer des codes indépendamment les uns des autres, les codes qui vont gérer les conditions initiales, qui vont générer ces conditions initiales, qui vont donc résoudre la dynamique, qui vont nécessairement, parce qu'on génère tellement de données, comme on va le voir dans un instant, c'est par plusieurs centaines de pétaoctets de données qui apparaissent durant le calcul, de traiter ces données au cours même du calcul, donc de procéder à du post-processing on the fly, et puis de gérer ensuite le stockage et l'organisation de ces données pour toute une phase longue de traitement scientifique, de valorisation scientifique de façon optimale. Et donc de construire une application que nous avons appelée Amadeus, workflow qui est décrite ici. Tout ceci nous a permis, je vais assez vite sur cet aspect, sur le supercalculateur Curie, en disposant au total de plus de 50 millions d'heures, de réaliser un aspect très particulier du projet DEUS qui s'appelle DEUS FUR, Full Universe Run, et de réaliser 3 big runs, 3 grandes simulations, en profitant de l'ensemble typiquement de la mémoire disponible sur le supercalculateur Curie, puisqu'on a accédé à 300 téraoctets de mémoire, et en obtenant par différents procédés d'optimisation un débit disque qui a atteint jusqu'à 50 gigaoctets par seconde, d'expulser donc tous les résultats de ce calcul, comme je le disais, qui étaient en masse très importante et qui n'était pas possible de conserver, donc de traiter en même temps qu'on le générait pour le réduire de 150 pétaoctets à 1,5 pétaoctets. Ceci nous a permis de suivre 550 milliards de particules sur plus de 2500 milliards de points de calcul, puisque la grille, chaque cellule étant traitée de façon avec double précision, avec une grille de départ qui contenait donc 550 milliards de cellules, mais qui, par le raffinement, on a contenu jusqu'à 2500 milliards et en permettant d'atteindre une résolution beaucoup plus importante là où la matière s'est concentrée. Pour fixer juste un peu les idées, ici, vous voyez, on voyage à l'intérieur de ces champs de matière sur 2 modèles. Typiquement, le modèle du bas, c'est le modèle minimal, où on modifie minimalement la relativité générale en y additionnant simplement une constante cosmologique.
et modèle du dessus qui mime de façon phénoménologique des modifications des lois de la gravité d'Einstein. Alors évidemment, les choses se ressemblent parce que c'est des modèles qui se veulent réalistes, qui sont en accord avec le plus possible avec les observations, mais quand on les regarde finement, on se rend compte qu'il y a des petites différences qui sont justement la signature de cette composante accélératrice, qu'elle soit de nature législative, comme c'est le cas au-dessus, ou dans le troisième modèle qui n'est pas représenté ici, de nature fluide, d'un fluide exotique avec des propriétés microscopiques particulières. L'élément important, et ça va être important pour notre application, c'est que dans ce volume gigantesque que nous avons simulé, nous avons été capables d'y inclure tout le volume de l'univers observable, la sphère cosmique qui est ici, et donc qui est reconstruit à chaque instant dans la simulation, puisque pour l'observeur qui est placé au centre du disque qui est placé à droite de ce transparent, l'observateur est ici, plus il regarde loin, plus il regarde dans le passé, donc les coquilles respectives qui sont extraites de la simulation nous permettent, en fin de simulation, de reconstruire toute la distribution de matière dans toute la sphère cosmique. Donc ça, c'était le contexte scientifique. D'un point de vue numérique, la grosse difficulté auquel on a dû faire face, c'est les problèmes d'optimisation. Habituellement, on est dans une situation où les notions de calcul, communication, mémoire et I/O sont relativement contrôlées et prennent place dans le projet. On rencontre souvent des problèmes d'optimisation où un de ces aspects sature, par exemple ici c'est le calcul, qu'on répartit en procédant sur les autres aspects possibles, la mémoire ou les I/O, en allant écrire, etc., pour résoudre ce problème de saturation d'un aspect du calcul. Dans le cas de l'exemple que je vous ai montré précédemment, la difficulté c'est qu'en fait tous ces aspects étaient tous saturés. Donc ça a nécessité des efforts d'optimisation, je crois, assez importants et assez astucieux, vraiment profonds, quoi, mais qui, inévitablement, ont conduit à de l'optimisation dépendante de l'architecture du système de calcul. Quand je dis système de calcul, c'est à la fois la machine avec ses nœuds de calcul, mais également tout le système InfiniBand qui est autour, avec les disques, le transfert de l'un à l'autre qu'on a dû gérer de façon très astucieuse par des systèmes, entre guillemets, intelligents pour optimiser le nombre de processeurs qui allaient écrire, etc., pour résoudre ce problème de saturation, mais en retenant que l'optimisation ne pouvait être générique, disons, et était très dépendante de l'architecture qui nous était proposée, en l'occurrence le système Curie. Les autres leçons qu'on a pu tirer de ces efforts d'optimisation, c'est que on peut dire que sur l'architecture d'un code, et ceux qui sont, en tout cas ceux de cosmologie, ces codes particulaires où des particules évoluent sur des grilles qui peuvent être plus ou moins dynamiques, etc., et où chaque cellule contient un certain nombre d'observables de quantité physique, suivant la modélisation physique que l'on a choisie. On a essentiellement deux types de données, des données eulériennes qui sont justement incluses dans au sein de ces cellules, et des données lagrangiennes que sont ces particules qui évoluent sur cette grille. Et trois niveaux de complexité. Un niveau statique, qui décrit la grille, la génération de la grille, le calcul du champ de densité à partir de la distribution des particules, par exemple, qui constitue aussi la distribution du champ de potentiel sur cette grille, etc. Un aspect cinématique qui va concerner le mouvement, le suivi des particules dans cette grille, et un aspect dynamique qui est le calcul d'évolution des quantités physiques au sein de la grille. D'accord ? Donc deux types de données et trois niveaux de complexité. On verra par la suite où est-ce que ces aspects peuvent jouer. Ce qu'on peut dire aussi de façon générale sur ces codes numériques, propres à la cosmologie, mais qui partagent ces aspects-là avec d'autres codes, hydrodynamiques ou autres, c'est qu'on est conduit inévitablement, comme je l'ai indiqué précédemment, à la construction d'une application globale, optimisée sur une architecture spécifique. Qu'on est capable, avec ces applications, de résoudre un problème physique donné de façon optimisée, en d'autres cas, l'évolution de la structuration de l'univers dans différents modèles cosmologiques, et que, malheureusement, parce que tous ces efforts d'optimisation, on va voir dans un instant comment, ils sont difficilement réutilisables pour résoudre un problème différent. C'est des situations que nous avons nous-mêmes rencontrées, puisque partant de la problématique Deus, on a décliné ce projet dans différentes versions, Deus pur, pour Parallèle Univers, qui consistait à répéter un très grand nombre de fois des réalisations stochastiques d'univers et de les comparer entre elles, l'aspect Deus Fur, de simuler un très grand volume, l'aspect Deus P Fur, de
possiblement répéter des très grands volumes, etc. Deus, mais où on introduit véritablement de la nouvelle physique gravitationnelle. Et puis aussi un aspect qui consistait, même dans une problématique donnée, de se dire je veux augmenter ma résolution, que ce soit en masse ou spatiale, et donc j'ai besoin de ressources supplémentaires, donc le passage pétascale et hexascale, comment tout ça peut se passer, c'était pas simple, et sur les quelques exemples qu'on a commencé à traiter, à chaque fois il a fallu reprendre l'application, à chaque fois il a fallu l'adapter aux ressources qui nous étaient disponibles, et l'optimiser, etc. Une autre remarque que l'on peut dire, c'est que tous ces codes sont basés sur le développement, se reposent sur des bibliothèques numériques classiques, au sens où elles sont passives, c'est-à-dire des fonctions de base adaptées à des tâches spécifiques, bien précises, qui n'ont aucun effet sur le code lui-même. Pour aller justement au-delà, et par exemple, c'est une problématique que l'on rencontre souvent, que l'on discute souvent, le passage pétascale est lointain, je crois, en tout cas, c'est pas demain, mais hexascale. Comment faire pour aller au-delà, donc en particulier vers les ascales. Je crois qu'on peut signaler 4 problèmes qui ont été clairement, que nous rencontrons clairement aujourd'hui, qui sont l'intrication, la gestion des collaborations, la gestion des expertises et l'explosion combinatoire. De quoi s'agit-il? L'intrication, c'est vraiment le fait qu'une application sur une problématique scientifique, l'exemple que je donne, c'est donc, je le répète, la cosmologie, nécessite une application qui couple des problèmes de physique, de méthodes numériques, d'algorithmes, j'ai parlé d'une grille raffinée, il peut exister d'autres méthodes, et des problèmes d'optimisation essentiellement liés aux architectures de machines, et donc par exemple les problèmes de parallélisation. En réalité, c'est mon cas, et c'est le cas de beaucoup de gens dans ma communauté scientifique, ce qui nous intéresse, c'est prioritairement la question scientifique. Et pourtant, du fait de cette intrication et du développement de l'aspect méthode numérique, algorithmique, disons, et de l'aspect parallélisation, la part de la physique elle-même devient de plus en plus réduite. Et qu'il est impossible donc d'écrire juste de la physique, il est nécessaire de connaître tous ces aspects, les développements numériques dominent sur les développements physiques, etc., etc. Deuxième grand problème, c'est la gestion des collaborations. Justement, on peut avoir plusieurs groupes qui travaillent sur cette même problématique. C'est le cas, il y a plusieurs groupes à travers le monde qui travaillent sur les problèmes de cosmologie, de structuration de l'univers, etc., nature de l'énergie noire. Et chacun vont développer des aspects un peu différents. Et malheureusement, du fait de cette intrication, il est très difficile de pouvoir utiliser à bon escient les progrès qu'a pu faire une autre équipe, parce qu'elle ne s'insère pas du tout dans la version que chaque équipe peut utiliser. C'est la gestion aussi des expertises, les démultiplications, on y a fait référence dans les exposés précédents, des moyens de calcul, que ce soit en CPU, en GPU ou d'autres architectures encore, font que, et puis on peut imaginer donc des méthodes algorithmiques différentes, une grille cubique régulière, plus ou moins régulière, qui se raffine, des méthodes de raffinement qui s'adaptent aux processus physiques, de tessellation, etc., d'introduire des processus physiques différents. On va comme ça être conduit à avoir plein de versions de code qu'on aimerait bien pouvoir combiner entre eux, mais qui malheureusement, d'abord qui nécessitent des expertises variées, multiples et difficiles de dominer dans leur ensemble, mais qui conduisent à des versions de code qu'il est difficile de combiner également ensemble. Et finalement, tous ces problèmes conduisent à un problème qui est l'explosion combinatoire, qui est que lorsqu'on a différentes variables sur lesquelles on fait différents types d'opérations, pratiquées sur différentes architectures de ressources informatiques, on est conduit à de nombreuses méthodes. Alors évidemment, si on disposait d'une armée de développeurs, ça ne serait pas un problème, et d'une armée de personnes capables de faire tourner ces méthodes, ça ne serait pas un problème, mais pour nous en particulier, ce n'est pas le cas. Et donc, on est conduit à ce que chaque équipe écrit la version dont elle a besoin et n'utilise qu'une version, ce qui est plus que dommage, et ce qui fait que, en fait, le nombre d'opérations, la taille des codes croît beaucoup plus vite que leur production. Alors, on s'est donc posé la question, spécialement, donc je dirais, si on devait y additionner encore plus de physique, si on devait passer sur des ressources encore plus importantes, pétascale, hexascale, etc., comment nous devrions procéder? Et comment, en particulier, comment résoudre l'explosion combinatoire? C'est-à-dire, comment écrire, puisqu'au sein d'une grande application
que j'ai très très brièvement discuté là, on a plein de fonctions qui peuvent opérer sur plusieurs types de variables, mais dont on espère pouvoir décrire qu'une seule fois ces fonctions pour opérer sur donc plusieurs types de variables. Alors on peut penser, mais je crois qu'il faut bien noter que ce type d'approche donc de programmation objet, langage orienté objet comme C++, n'est pas du tout habituel et pratiqué de façon régulière. On l'a signalé précédemment comme étant quelque chose éventuellement d'assez banal. Je crois pouvoir témoigner honnêtement que dans une communauté scientifique comme celle des astrophysiciens ou des cosmologistes en particulier, mais je pense que ça s'applique à d'autres, la programmation en C++ n'est pas quelque chose de tout à fait commun. Loin de là. Bon. Donc on peut penser donc quand même à une programmation de type C++, mais inévitablement, dans notre cas, on l'a vu, lorsqu'on va spécialement pousser la résolution en masse, donc le nombre de particules, on rencontre très vite un problème de saturation, de mémoire. Une reformulation dans un langage de type orienté objet conduirait à un surcoût en mémoire très important et en plus pas d'optimisation à la compilation. Donc la question c'est en fait est-ce qu'on pourrait profiter de ces améliorations de principe, disons, que offrent les programmations de type orienté objet en termes d'architecture logicielle, mais sans un tel coût de mémoire. C'est là que vont intervenir donc la programmation générique et la programmation générative. En fait, ce que cela signifie, c'est qu'on essaye de jouer un peu, de réaliser pour une part, d'améliorer pour une part le travail du compilateur, c'est-à-dire d'essayer d'assembler des bouts de code, de choisir de meilleures solutions pour optimiser la solution trouvée et créer un exécutable. Dans ce cadre, on l'a déjà pour une bonne part expliqué précédemment, on a trois méthodes. Une méthode qui a beaucoup été explicitée, qui est la méthode DSL, Domain Specific Language, le fait de construire un pré-compilateur, ou la méthode d'un DSL intégré, Embedded DSL. Ces trois solutions sont possibles, je vais plus vite puisqu'on en a déjà discuté. Celle qui va nous intéresser, c'est donc le DSL, programmation générique. Il s'agit de développer un DSL à l'intérieur d'un autre langage. L'idée générale est d'implémenter un langage au sein d'un autre langage qui agira comme une bibliothèque, cette fois-ci active, qui pourra jouer un rôle sur le code lui-même, c'est-à-dire une bibliothèque capable de rétroagir sur le code au sein duquel elle est utilisée au moment de la compilation. Je listais là un certain nombre de caractéristiques qui pouvaient distinguer ces approches, à savoir est-ce qu'elle simplifie le développement, améliore la qualité du code, est-elle basée sur un langage et des compilateurs existants. Et dans chaque cas, on retrouve une de ces caractéristiques, ce qui nous a conduit, en tout cas, à choisir l'option EDSL utilisant la métaprogrammation par template. Alors, quelles sont les notions générales qui vont être en cause, qui vont être en jeu plutôt dans ce cas? C'est d'abord le choix d'un langage hôte. Plusieurs sont possibles. Dans notre cas, on a choisi le langage C++. Et qu'est-ce que signifie donc cette démarche? Elle signifie que tout se passe, on essaye tout au moins à ce que tout se passe au moment de la compilation. L'objectif est de précalculer à la compilation tout ce qu'il est possible de précalculer pour ne laisser qu'un nombre d'opérations minimales à l'exécution. La généricité à la compilation peut être traitée justement grâce à ce langage hôte orienté objet qui est le C++ à l'aide de templates. Qu'est-ce que c'est qu'un template? C'est des modèles qui autorisent l'écriture d'un code générique, de fonctions génériques, reposant sur des propriétés des types de données eux-mêmes. On parle même de template métaprogramming, où cette fois-ci, il s'agit d'un ensemble, pour l'instant je reste très général, je vais rentrer dans les détails un peu dans un instant, d'un ensemble de techniques destinées à exécuter du code au sein même du compilateur. Dans le principe, il s'agit donc de créer des programmes qui vont être exécutés au moment de la compilation pour effectuer des calculs sur des valeurs ou même sur des types et générer du code qui, lui, sera exécuté au lancement durant la phase d'exécution. Donc. En d'autres termes, des programmes qui génèrent des programmes au sein d'un seul et même langage avec comme avantage un coût nul, ou en tout cas pour cet aspect-là, à l'exécution. Dans tout ceci, l'intervention au cours du processus d'instanciation, donc qui consiste à convertir des types abstraits en des objets concrets, codés effectivement, se fait avec les techniques SFINAE et CRTP, que je détaille ainsi, ici, donc, et qui ont été très utiles dans le cadre de notre application. Le CRTP, qui est codé ici, permet de créer du code qui écrit du code. Il a été utilisé, par exemple, pour générer des types vectoriels propres
au lieu de réécrire la même chose à chaque fois qu'un type vectoriel un peu différent. Par exemple, comme on le verra, puisqu'on va s'intéresser à suivre des particules dans un champ de matière, suivant un certain schéma d'intégration temporelle, Runkuta, était nécessaire. L'utilisation de CRTP permet au compilateur de générer le propre type vectoriel souhaité. La technique S-Finae, elle permet de contrôler le processus d'instanciation, c'est-à-dire qu'à partir de n versions d'une même fonction f, pour n types génériques, elle permet cette technique d'indiquer au compilateur quelle fonction sélectionner en fonction des propriétés de chaque type. Si je traite des entiers, si je traite des réels sans précision, double précision, du texte ou je ne sais quoi. Pour voir un peu plus que ces notions générales importantes, donc je répète, le langage hôte, les templates avec des formes plus ou moins approfondies, disons, ces techniques supplémentaires qui permettent d'intervenir au moment même de la compilation, ce que cela signifie un peu plus précisément dans notre cas, intéressons-nous par exemple à l'aspect du maillage. On a dit qu'on avait des particules et qu'on avait une grille, là je m'intéresse à l'aspect grille, disons. Donc un des éléments, donc, comme je le dis ici, central des codes de simulation est le maillage. Dans notre cas, il s'agissait d'un maillage donc adaptatif, là où il y a beaucoup de matière, on le raffine, et cubique et périodique. Un des problèmes, c'est justement le manque de générosité de ce maillage. Ajouter ou supprimer des variables physiques, par exemple, si je veux y introduire, en plus de la matière dont l'effet est seulement gravitationnel, un gaz dont l'effet serait aussi de nature jouera un rôle par sa thermodynamique, etc., participerait à la dynamique du système, donc de la matière baryonique dans ce cas-là, etc., pour former des étoiles, ou etc. Ajouter ou supprimer des variables physiques au sein de ce dernier peut impliquer de lourdes modifications, en fait, de refondre complètement le code et de multiples duplications à l'intérieur du code. L'idéal serait donc de disposer d'un maillage totalement indépendant de son contexte, c'est-à-dire également de sa forme d'ailleurs, de ce qu'il contient, de sa forme, de là où il est situé, etc., de l'espace qu'il est en train de représenter, et des opérations qui seront effectuées sur ce domaine. À l'intérieur de ce maillage, une opération qui est importante dans le type de choses qui nous intéressent, c'est justement le fait de traduire la distribution des particules en une distribution de matière définie sur la grille. C'est donc une opération d'affectation ou inversement, ensuite, quand j'aurai la matière, le champ de densité ou le potentiel gravitationnel ou ce que vous voulez sur la grille, de pouvoir l'interpoler exactement là où se trouvent les particules qui, eux, vont évoluer dans ce champ gravitationnel, par exemple. Donc l'opération CIC dans un sens pour l'affectation et CIC-1 pour l'aspect interpolation. Donc, à savoir interpoler les quantités distribuées sur une grille à l'emplacement de particules. Ce type d'opération, en fait, idéalement, pourrait être réalisé indépendamment de la dimension du problème que l'on regarde. Est-ce que si on est en train de regarder un volume de l'univers, si on est en train de regarder la sphère cosmique sur le ciel, si on est en train de regarder un problème bidimensionnel parce qu'on veut tester des effets purement gravitationnels, je ne sais pas, pourrait se réaliser quel que soit le type de cellule et quel que soit le type de particules qu'elles contiennent de la densité, du potentiel gravitationnel, comme je le disais, des entiers, des simples, double précision, voire du texte, voire je ne sais quoi, etc., etc. Et bien justement, la métaprogrammation va permettre d'implémenter un maillage capable de s'adapter automatiquement à ces trois caractéristiques via un template de la forme simplifiée que j'ai écrite ici. On parlera même, je vais y rentrer dans un détail dans un instant, de métaprogramming sur les valeurs et de métaprogramming sur les types. Dans notre cas qui nous intéresse ici, dans cet exemple, le métaprogramming sur les valeurs, ça va permettre justement de calculer des constantes à la compilation et par exemple de calculer le nombre spécifique de voisins pour une cellule donnée qui vont contribuer à l'interpolation selon la dimension a été implémenté via des templates pour être connu à la compilation. Le métaprogramming sur les types va contrôler le processus d'intanciation sur les types et permettre une implémentation du CIC-1 pour des cellules contenant des types différents, des réels doubles, des entiers, du texte, etc. Et une interpolation différente, évidemment, parce que qu'est-ce que signifie d'interpoler du texte? Si ça signifie quelque chose, ça ne signifie pas la même chose que d'interpoler des réels, suivant le type. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, voilà ici la déclaration du CIC. Évidemment, on distingue les deux choses, ce qui va concerner l'arbre, donc la grille, et ce qui va concerner les particules. Et on a une sorte d'abstraction, et tout se déroule selon ce schéma, disons.
On a soit, par exemple, des réels simple précision ou double précision qui sont dont la valeur est positionnée au sein d'un arbre qui est cette grille raffinée. Elle contient des types de données différentes. Ça peut être, c'est des data, là, ça peut être un champ de densité, ça peut être un potentiel gravitationnel. On veut résoudre une situation bidimensionnelle ou tridimensionnelle, ça dépend à quoi on s'intéresse, sur le ciel par exemple, ou au contraire sur un volume d'univers. Le volume que l'on veut traiter est positionné à un certain endroit, et il s'étend sur un certain endroit, c'est l'aspect position et extend, etc. Et puis on dispose de certaines particules donc, qui vont évoluer dans tout ça. On va donc justement choisir et se dire, je veux traiter des réels double précision, cette zone-là de l'arbre, donc la zone en question de la grille raffinée, que je suis en train de manipuler des potentiels gravitationnels et que je veux les traiter effectivement comme des objets tridimensionnels. J'ai défini mon domaine sur lequel est définie ma grille, avec une origine, un centre et puis une extension, etc. Et puis j'ai choisi des particules. Et quand je rentre tout ça, si je puis dire, dans la machine, ma fonction CIC, définie dès l'aspect de compilation, est capable de traiter l'ensemble. J'ai été un peu vite, mais ce qui se passe donc, c'est qu'on a ainsi obtenu une version, l'aspect simplement CIC, donc, ou CIC-1, c'est pareil, les opérations sont complètement symétriques, soit je fais l'affectation, soit je fais l'interpolation. Donc ici, une version optimisée du CIC-1, inverse, a été générée par le compilateur, et que les résultats doivent être à la fois génériques et performants. Évidemment, le 2SL implémenté via la métaprogrammation par template, que je viens d'expliciter, permet de réaliser le maximum de choses à la compilation et réduit ce qui se fait à l'exécution. C'est toute l'idée. Mais le prix, si je puis dire, à payer, mais en termes de temps, effectivement, c'est beaucoup moins important qu'une démarche plus classique. Il est nécessaire de recompiler pour chaque cas que l'on voudrait traiter, si on ne voulait plus traiter des réels doubles, mais des réels simples, etc. Donc il faut à nouveau recompiler les choses. En étendant cette démarche à l'aspect CIC, donc qui permet de traduire la grille, les champs sur les particules ou les particules sur la grille, à l'arbre générique, donc à la génération de la grille, à l'intégration Runkuta dans le cas qui va nous intéresser, on a donc été capable, par rapport aux grandes caractéristiques des codes de cosmologie auxquels je faisais référence au début de mon exposé, de traiter les deux types de données, la grille et les particules, eulérienne et lagrangienne, mais de ne traiter pour l'instant effectivement que 2 des 3 niveaux de complexité, c'est-à-dire la génération, le calcul des champs, l'aspect statique et le suivi de particules à l'intérieur de ces champs. L'aspect dynamique, comme quoi le champ lui-même évolue au cours du temps, n'est pas encore traité. Cependant, avec ces 2 aspects, statique et cinématique, on est capable de construire une vraie application scientifique qui est un code de ray tracing, vous voyez, 2 minutes, qui est un code de ray tracing qui va permettre de suivre de mouvements de particules et de mouvements de particules fines, puisqu'il s'agira de photons dont le mouvement est relativiste, suivre le mouvement de photons au sein de la distribution de matière cosmologique. J'illustre simplement quelques résultats, voilà de quoi il s'agit, donc effectivement avec une grille raffinée ici. Je passe, parce que là, je voulais dire quelques mots sur la parallélisation qui se fait de façon complètement autonome par rapport à tout ça. Et que les équations du mouvement, là, qui sont spécialement soignées parce qu'on traite des photons, ce n'est pas des particules massives, entre guillemets, classiques, disons, dont on peut un peu quand même simplifier l'équation du mouvement, mais qui reste quand même beaucoup plus compliquée puisqu'elle est traitée de façon relativiste ici, est traitée ici, donc. On peut tester la validité du code et la précision avec laquelle on obtient dans le cas où on connaît des solutions analytiques. Dans le cas de masse ponctuelle, c'est le cas de la déflexion par le Soleil ou par un objet, une galaxie locale, etc. On peut comparer aux solutions dites de Schwarzschild, etc. Et ça marche très bien. Mais nous, ce qu'on veut traiter, c'est un ensemble de photons sur tout l'univers qui nous parviendrait, par exemple, du fond de rayonnement et que l'on détecterait aujourd'hui. En réalité, on va faire l'inverse. On va lancer des photons là où nous sommes, vers le fin fond, le tout début de l'univers. Je passe là-dessus. Quand on calcule justement les distances et qu'on compare du fait de cette déflexion gravitationnelle, là où l'espace est courbé du fait de la présence de matière, la trajectoire du photon est légèrement déviée, on se rend compte alors que ici sont représentées des mesures cosmologiques. Bon, j'en distingue 2, si vous voulez, simplement. La distance angulaire qui nous renseigne sur la taille des objets, et la distance luminosité qui nous renseigne sur la distance à laquelle se situe l'objet.
on se rend compte que si on suppose que le photon se propage dans un univers où la matière est totalement homogène, ce qui est fait habituellement par les observateurs, par exemple, et alors que si on prend en compte le fait que ce photon, lorsqu'il va... il est issu de cet objet lointain, et on le détecte aujourd'hui, il a parcouru un domaine de l'univers où la distribution de matière était fortement inhomogène, l'estimation que l'on fait de la distance est légèrement différente. Et se pose alors un vrai problème de nature cosmologique, c'est que les trois modèles, comme nous les avons simulés ici, peuvent être confondus si on suppose que l'un est homogène, c'est-à-dire l'influence, l'impact des inhomogénéités d'un modèle peut mimer la modification cosmologique d'un autre modèle. Ça, d'un point de vue cosmologique, c'est donc très important. Il y a superposition des modèles cosmologiques homogènes et inhomogènes. Autre conséquence scientifique, mais il y en aurait plein, c'est de se dire que là, on représente pour chacun de ces modèles, pour des observateurs différents en plus, les différences, et on voit que l'effet des inhomogénéités est aussi dépendante du modèle cosmologique. Donc l'effet, la prise en compte des inhomogénéités apparaît comme une réelle sonde, parce qu'elle mesure d'une certaine façon le volume occupé, le rapport entre le volume occupé par les pleins et le volume occupé par les vides, que l'on pourrait mesurer observationnellement et donc, à l'inverse, en déduire le modèle. Des remarques de conclusion, c'est fini. Je dirais donc, à partir de cette expérience de Deus et de ses extensions, mais j'ai beaucoup parlé ici de Deus-Fur, au-delà des produits scientifiques, d'intérêt scientifique, qui intéressent la cosmologie, qui sont importants et qui continuent à être importants, ce qui concerne les observations et la théorie, on a essayé de mener une certaine réflexion sur la démarche liée à l'optimisation classique. Et on s'est posé la question, en fait, spécialement avec les objectifs qui sont devant nous, le passage, je répète, pétascale, exascale, ou la prise en compte d'une physique encore plus sophistiquée, disons, ne sommes-nous pas aux limites de cette démarche ? Ce qui est important de noter, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, des applications scientifiques qui intéressent la cosmologie et des méthodes et des problèmes scientifiques qui utilisent des méthodes voisines à la cosmologie sont très nombreuses. Mais celles qui se développent réellement sur des supercalculateurs avec quelques 10 puissance 5, voire même seulement 10 puissance 4 cœurs, là, pour des problèmes de scaling, pour des problèmes de mémoire au niveau du cœur, pour des problèmes de gestion des I/O, sont très peu nombreuses, parce que ces problèmes d'optimisation posent réellement un problème. Et donc, au-delà, quand on va passer à 10 puissance 5, 10 puissance 6 cœurs, donc les axes scale, quoi faire, quoi. Dans notre cas, ce qu'on pense, c'est que la réflexion doit être guidée aussi, mais surtout par la science. Et que donc les prolongements, c'est-à-dire qu'on peut envisager deux types de motivation, des prolongements directs qui consistent à envisager plus de résolution en masse ou spatiale, ou des prolongements liés à de la physique supplémentaire. On a vu qu'inévitablement on était conduit à 4 problèmes principaux, qu'on peut pour une part, pas résoudre, mais disons réduire, par une réflexion d'optimisation, non plus au niveau de l'exécution, mais au niveau pour une part de la compilation. Pour cela, on a défini une application spécifique, EDSL, utilisant la métaprogrammation par template, et développé une application spécifique qui est ce code qui n'existait pas, traiter la propagation de photons dans des champs de matière réalistes cosmologiques, ça n'existait pas, ce n'était pas possible de le faire, parce que c'est quand même assez compliqué. Donc, de développer un code de ray tracing relativiste. Effectivement, l'effort de conceptualisation, d'abstraction, d'écriture est non négligeable, mais la preuve en est, ça marche, et au moins la faisabilité est démontrée. Elles ont permis de calculer des distances cosmologiques en milieu inhomogène réaliste, donc, et d'autres applications scientifiques sont évidemment possibles. En termes de développement purement numérique, de ces développements numériques utilisant ces techniques numériques novatrices, on travaille sur étendre le développement de notre application à la dynamique pour pouvoir réellement construire un nouveau code de simulation, de structuration de l'univers cosmologique, où là, puisque disposant de nombreux exemples dans le cas, entre guillemets, classique, on pourra procéder à une analyse approfondie des performances comparées entre ces méthodes dites nouvelles et ces méthodes plus classiques. Je vous remercie de votre attention.